dans le même sac. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors vous, que pensez-vous de cette espèce de duel d'iceberg et de chape de plomb, de cette discussion intellectuelle, de ces excommunications intellectuelles à laquelle nous assistons? Écoutez, je crois que le sujet a déjà bien été exploré. Moi, je vais me permettre juste à mon petit niveau d'aborder peut-être le sujet sous un autre angle, puisque je suis encore jeune. Pour ma part, j'ai 21 ans. Et je suis peut-être un cas particulier, c'est que je me suis engagé, moi personnellement, en politique à partir d'Internet. Et ça, j'ai pu choper votre émission il y a une demi-heure, donc je ne sais pas si ça a été abordé. Mais le cas d'Internet est très intéressant aussi pour illustrer cette liberté de pensée qui renaît finalement en France. Et notamment, alors moi je me concentre surtout sur l'euroscepticisme, qui est un sujet auquel je touche pas mal. Sur l'euroscepticisme, la critique de l'Union européenne. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un sujet qui me concerne beaucoup, plus que l'immigration et l'identité. Le sujet pour lequel je me suis engagé politiquement, d'ailleurs, puisque je suis militant à l'Union populaire républicaine. Donc, parti uniquement créé sur Internet, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un parti qui grossit uniquement sur Internet. Et on est de plus en plus de Français, comme ça, qui ne se seraient pas nécessairement intéressés à la politique, qui utilisent Internet pour s'informer et pour s'approprier des analyses et des réflexions politiques nouvelles. Et effectivement, il y a une chape de plomb qui commence à tomber sur ces politiques-là, qui commence à disparaître plutôt. À s'effriter, oui, vous avez raison. Sur ces sujets-là, puisque moi je vois à mon petit niveau, quand je parlais de sortir de l'Union européenne il y a encore 3-4 ans, les gens me regardaient avec des gros yeux en disant c'est pas possible. Ça sera mauvais pour la France, ça sera mauvais pour le monde, etc. Et aujourd'hui, finalement, quand je pose cette question-là, la question qu'on me retourne, c'est oui, c'est bien beau, mais comment on fait? Donc il n'y a plus de c'est pas possible, mais c'est simplement une évolution. Voilà, il y a une révolution qui est en train de se faire. Et moi, je pense que d'ici 1 an à 2 ans, j'aurais même plus besoin de vous poser la question, si vous voulez. Ça sera un réflexe direct. Vous voyez? Donc là, il y a une révolution dans la pensée des gens en France. Internet est un facteur important. Et si je peux poser une question à votre intervenant, moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir est-ce que Internet a participé à la libération de la parole et de la pensée sur les médias traditionnels, ou est-ce que c'est, traditionnels, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ce sont les médias qui ont participé à la libération de la pensée sur Internet? Très bonne question, merci Maxime. Non, je crois, vous voyez, André Perrin, c'est très intéressant, Maxime a 21 ans, et quand je vous disais, vous avez raison, pendant 40 ans, dans les salles des professeurs, c'était le monde, mais aujourd'hui, c'est fini ça. Je veux dire, en tout cas, sur un plan plus général, je ne dis pas dans les salles de profs, je ne sais pas, je n'y suis pas. Mais très sincèrement, ce n'est plus, je répète, il n'y a plus de référence. Alors je ne dis pas que Internet charrie que le meilleur, Internet charrie le meilleur et le pire, mais le témoignage de Maxime est intéressant, et je voudrais que vous répondiez à la question, est-ce qu'à votre avis, est-ce que ça peut jouer un rôle, Internet? On sait, c'est l'immédiateté, on ne va pas discuter de la valeur ou de la morale d'Internet, mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose qui est en train de se fendiller par une espèce de formidable libération d'une certaine expression, même si ce n'est pas de l'ordre philosophique, de la méditation, de l'approfondissement, encore que. Oui, Internet est un outil, c'est une technique, et comme vous l'avez rappelé, une technique permet le meilleur et le pire. C'est ce que disait Kant à propos des médications qui peuvent servir aussi bien aux médecins pour guérir qu'à l'empoisonneur pour assassiner. Donc Internet permet effectivement de passer par-dessus les médias traditionnels. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose que ces médias traditionnels s'affaiblissent, que des journaux disparaissent? Ça, je n'en suis pas tout à fait sûr. Par ailleurs, Internet, sur les livres, par exemple, là aussi, Internet a fait pas mal de tort aux livres, à la librairie. Vous savez, je songe à un libraire qui nous disait que actuellement il y a très peu de professeurs à l'université qui recommandent des livres à lire. Ils donnent des articles à lire sur Internet. Vous voyez, bon. Je comprends. Et puis alors, ça, je crois que c'est plutôt la responsabilité du professeur. Juste un mot là-dessus, pas pour défendre. Moi, si vous voulez, personnellement,
qui lit énormément de livres, mais qui est aussi sur Internet. Internet renvoie des livres à des ouvrages. Vous savez, il y a des liens, ce qu'on appelle le lien, vous savez. Et très sincèrement, Internet n'est pas seulement c'est pas Twitter, c'est pas seulement la petite information qu'on vous envoie comme ça. C'est qu'on vous envoie des liens avec, et si vous avez la curiosité, après chacun a la curiosité ou pas, de lire certains livres, certains ouvrages de fond. Bien sûr. Seulement, moi aussi, je suis un grand utilisateur d'Internet. Hein. Seulement, ce que je me demande, c'est si les générations qui vont venir, qui auront lu beaucoup moins de livres et beaucoup moins de journaux, seront aussi capables de faire un bon usage d'Internet, hein, où il y a quand même très très peu de filtrage et où il y a une sorte d'égalisation qui risque de mettre absolument tout sur le même plan. Oui, le tout se vaut. Mais vous savez, moi, mais c'est une discussion qu'on aura à nouveau, mais vous savez, quand on me parle de la presse et tout ça, je me rappelle, j'étais pas né, mais quand on se rappelle, et on a tous lu les bouquins d'histoire sur le bourrage de crâne, sur la presse de la Première Guerre mondiale, et même après, vous savez très très bien combien la possibilité de désinformation est grande partout. Et je crois que, comme vous dites, c'est pas la question de la technique, c'est la question des gens. En tout cas, il y a une chose très très importante. Moi, je peux vous dire, s'il faut absolument que vous lisiez ce livre, André Perrin, Scène de la vie intellectuelle en France, l'intimidation contre les débats. Et je peux vous dire que ici, sur Sud Radio, il n'y aura jamais d'intimidation, sauf, je tiens à le préciser, contre la conosphère. La conosphère sera en permanence notre ennemi principal et nous continuerons à lutter contre. André Berkoff, on vous retrouve demain dès 18h sur Sud Radio pour une nouvelle édition de Moi, Président. Et quel sera le thème de l'émission? Eh bien, le thème de l'émission, c'est le serpent de mer, le monstre du Loch Ness, le revenu universel. Est-ce que c'est une utopie ou une nécessité? Il y a un livre qui vient de paraître tout à fait passionnant là-dessus, mais on en parle beaucoup, et il y a même un pays qui vient de l'appliquer depuis le 1er janvier, c'est la Finlande. Et alors, cette somme de 500 à 1200 euros à chaque citoyen de sa naissance à sa mort, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va révolutionner les choses? Est-ce que ça va changer la réalité? Nous avons 6 millions de chômeurs, nous avons 9 millions de pauvres. C'est en tout cas une question qui mérite d'être posée, et nous la poserons demain. Et qui sera votre invité donc pour parler de ce concept qui pourrait tout changer? Olivier Lenaire, journaliste, revenu de base, une idée qui pourrait changer nos vies, aux éditions Actes Sud. Le revenu de base, utopie ou nécessité? On se retrouve demain dès 18h pour en parler sur Sud Radio. Bonne soirée à l'écoute de Sud Radio.